Bien le bonjour à vous tous, merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 17 juin 2022, il est 9h, nous resterons ensemble jusqu'à 10h30 et Mina était déjà là. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va Mina? Ça va? Chaudement. Eh oui, humidement bientôt et l'été. chaudement. Ouais, bah oui, écoute, c'est normal. C'est normal, C'est normal. c'est la période. C'est la période, oui, C'est ça la va continuer. Ça va continuer, ça Ouais. va augmenter même. Ça va monter, exactement. Ça va augmenter, on est Tout à fait. vraiment au début. Hein. Oui, là, l'été s'est installé un peu trop tôt, à Un peu mon trop goût. tôt, Oui, et, oui, un peu trop tôt. et c'est pas encore l'heure, hein, parce qu'il C'est prévu pas pour le encore 21 juin. Non, normalement. Normalement. Il paraît. Il paraît. Mais là, tu étais toute. Hein. Effectivement. Alors justement aujourd'hui, vous savez, hier nous avons célébré la journée mondiale de l'enfant africain et en compagnie du docteur Fethi Benachtou, justement nous allons parler des maladies mortelles qui sont transmissibles en Afrique. Nous parlerons également ce matin d'une plateforme qui va beaucoup intéresser les mordus des livres surtout, puisqu'il y a une plateforme qui a ouvert, donc qui a été installée où on peut trouver tout genre de livres numérisés. Excellent. Voilà, donc même si on n'a pas le format papier, parce Quoique, que personnellement, je préfère le papier. personnellement aussi, je préfère de loin le format Voilà. papier, mais c'est vrai que parfois, il y a des livres il y a des livres inaccessibles. Exactement. Voilà, il y a des livres aussi qui n'existent plus, donc on peut les Tout à retrouver fait. sur cette plateforme. Ce qui est intéressant aussi sur cette plateforme, c'est qu'on peut trouver des livres de différentes langues, notamment en français, en arabe, en anglais, en amazigh aussi. Excellent. Voilà, nous parlerons également ce matin de poésie, puisque il va y avoir, donc il y a un recueil de poésie, florilège de poésie. Nous parlerons également, nous irons faire un petit tour du côté de la Casbah ce matin, ça te dit? J'adore. Ça te dit, C'est puisque beau. demain, il C'est va y magnifique. avoir un événement qui va commencer à 9h, donc ça va se passer au niveau du musée des arts et traditions populaires, donc Dar el-Akhdaoud Jamia, où il va y avoir un très 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 beau programme, notamment des défilés de mode, donc de tenues traditionnelles, des ateliers aussi. Le haïk sera présent en force. Voilà Majid, ça c'est une information pour toi. C'est pour toi. Voilà, le haïk sera présent en force puisque Majid, notre caméraman, on a eu une longue discussion sur le haïk. Sur le haïk, exactement. Voilà. Nous terminerons aussi l'émission en musique puisque Habib Younes revient en Algérie avec un nouvel album qui chante pour l'Aroussa. Eh ben voilà, qui chante pour la Haroussa et un nouveau clip d'ailleurs qui fait une belle promotion des traditions algériennes de Tlemcen jusqu'à El Qala. Magnifique. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Merci à Amel Laimi, comme d'habitude, c'est elle qui concocte pour nous tout Bravo, ce Amel. programme. Et avant de commencer donc les nouvelles du ciel, mais ce sera juste après le jingle. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Et voilà, donc de retour sur le plateau. On a déjà un avant-goût de la journée. Eh ben oui, Nous écoute, avons déjà un je avant-goût. me demandais ce que je fais là. Voilà. C'est vrai que tout au long de l'année, on s'attend quand même à des changements, à des fluctuations, à des changements de temps. Mais là, apparemment, c'est fixe Bah là, pour Depuis le moment, quelques jours. oui, ça ne change N'est-ce pas pas, malheureusement. depuis quelques jours. Depuis quelques jours, il fait très 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 chaud. Très, très chaud Il sur fait l'ensemble du vraiment territoire. chaud. Oui, tout Sur à fait. l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Bon, ça peut varier, allez, au nord, entre 40 et 45 degrés à l'ombre. À peu près, oui. Au nord. Oui, oui. Ouais, c'est énorme. les villes d'intérieur, beaucoup plus. Oui, surtout les villes d'intérieur, exactement. Et puis les villes côtières, un taux d'humidité assez important. On le C'est ressent. c'est le taux d'humidité qui dépasse parfois 80, même les 100%. Ah, quand même. Oui, on est passé par des jours où ça a dépassé les 100%. Quand même. On l'a Donc, bien ressenti. Voilà, donc il faut beaucoup s'hydrater par contre. Il faut beaucoup s'hydrater, il faut se protéger la tête, se mettre à l'ombre, voilà. Et penser aux enfants et aux personnes âgées. Penser aux surtout. enfants et aux personnes âgées, éviter de vous exposer au soleil au moins entre midi et 16h, voilà. Si vous y arrivez. Oui, Voilà. si on y arrive. Si on y surtout. arrive. Si on n'y arrive pas, de l'eau, on se protège la tête. Voilà. Et crème solaire, bien sûr. Voilà, mais sinon on peut avoir quelques plus de Oui, détails quand même, même si écoute, on a un on est avant-goût de la vendredi journée. pour voir si on sort. Si on sort, si on va à la plage, si on va Exactement. se promener, si on va en pique-nique ou Tout on à reste à fait. la maison. Bah tout voilà. court. On va le découvrir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il fera très très beau aujourd'hui avec un ciel dégagé. Tout au long de la journée, sur l'ensemble des régions côtières, on notera quelques passages nuageux, mais pas grand chose vers l'intérieur du pays, avec quelques orages vers l'intérieur ouest. Sur la partie sud, on notera quelques pluies
notamment vers l'extrême sud de l'Hogar et le Tassili, et puis un ciel dégagé sur le Sahara central, le Sahara oriental ou encore le Nord Sahara. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront en hausse, toujours vers l'intérieur, avec un maximum de 46 degrés du côté de Chlef, Rilizan et je rappelle que c'est des températures à l'ombre et c'est juste, c'est énorme. C'est ouais, ça va, Nord? Oui, non? Ben voilà, c'est comme ça, hein. C'est l'été, c'est ça, c'est la canicule. C'est la canicule. Vraiment, bon courage. Hein. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire très attention. Parce que c'est ce que tu n'arrêtes pas de répéter, justement, des températures à l'ombre. Donc, voilà. 46, il faut compter au moins 48, 49 degrés. On peut arriver 50 facilement. Facilement, oui. Donc, faites très attention et voilà. Hydratez-vous. Donc, surtout. Voilà. Donc, vers les régions côtières, hein, on notera 33 degrés du côté d'Alger, 30 à Annaba, 38 à Oran. Sur les régions sahariennes, 41 degrés Gardaya, Hassim sur 39 degrés à Ilizi, on notera 39 également du côté de Béchar, 44 à Daral, 43 Insalah et enfin 45 degrés du côté de Tindouf. Et vous l'aurez compris, la maximale c'est 46 degrés sur les régions nord. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très calme vers les côtes est, peu agitée vers l'ouest et le centre avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est et entre 20 jusqu'à 50 km/h vers les côtes centre. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée, un ciel plutôt couvert hein, avec des pluies, des orages également à N'Djamena, Niamey, un ciel dégagé à Khartoum et puis côté Mercure on notera 31 degrés à Tripoli, 37 au Caire, 42 à Khartoum et enfin 36 degrés à N'Djamena. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Voilà, donc de retour sur le plateau, c'est ce qu'on disait justement, donc des températures en hausse. Et c'est un peu partout dans le monde d'ailleurs qu'on a relevé un petit peu ces températures assez caniculaires quand même. Exactement, là où il faisait, on va dire, il y a quelques années, là où il faisait, allez, 25 degrés, en ce moment il fait 40 degrés. En France il fait très chaud en ce moment, alors qu'il y a quelques années en arrière, on n'avait pas c'était rare en fait, les vagues de chaleur c'était très rare. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus fréquent, donc on ressent réellement les changements climatiques. On ressent réellement le changement climatique, il serait peut-être temps justement d'y remédier. Il n'est pas encore trop tard, mais voilà. C'est ce que les experts disent, on n'est pas encore arrivé au point du non-retour, mais après ça va être le comportement humain qui va... C'est le comportement, c'est l'être humain. Il va falloir revoir. Exactement. Voilà. Donc, ouais. C'est mauvais pour nous, c'est que et le fait de contribuer à la sauvegarde de la terre et tout, c'est bénéfique pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. Donc il est temps d'agir. D'agir, effectivement. Entre-temps, donc protégez-vous, hydratez-vous. Tout à fait. Surtout, et restez dans des endroits frais si on peut. Exactement. Voilà. Et évitez, non, faut éviter de sortir quand il fait chaud comme ça, voilà, parce que insolation, c'est... D'autant plus qu'au centre et à l'ouest, la mer est un peu agitée, donc... Légèrement. Voilà, ça va pas empêcher les gens d'aller nager. Ah, non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. Même quand elle est calme. Même quand elle est calme, il faut faire attention. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci, Nord. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Les plaisirs. Après celui de 19h. Tout à fait. Un bon café à 10h30, même s'il fait chaud. T'as tout compris. Ah non, c'est obligé. Voilà, c'est obligé. Il n'a aucun impact. Le café n'a aucun impact. Non, même pas. Même pas. Non. Même pas. Ok, allez, donc on se dit à tout à l'heure. À toutes. À tout à l'heure. Et donc, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, comme je vous le disais hier, nous avons célébré la journée mondiale de l'enfant africain. Et ce sera une chanson de Kids United. On écrit sur les murs. Tu l'as chantée combien de fois? De quoi? On écrit sur les murs. Jamais. Jamais? Non. C'est vrai? Bah non. Ah d'accord, moi j'ai dû la chanter plusieurs fois. Pourquoi? Les enfants la chantent souvent. Oui, les enfants. Les enfants la chantent souvent. C'est les enfants. Je confirme que je n'ai toujours pas grandi. Voilà. Allez, ce sera donc On écrit sur les murs et ce sera Kids United. Tu vas la chanter là pendant... Et voilà, de retour sur le plateau et Docteur Fethi Benachnou est parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Ça va? Ça va, ça se passe bien? Il y a toujours l'espoir. Alhamdulillah. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais il y a un livre, j'ai oublié celle qu'il a écrite, et qui disait méfie-toi de la douceur des choses.
Alors, ce qui fait que, Comme le sucre, comme le sucre, par exemple. très professionnel dans les réponses. Hein. Très subtil, surtout. Subtil, J'essaie, c'est j'essaie. professionnel. J'essaie. Alors justement, aujourd'hui, docteur, vous allez nous faire un tour, on va dire, dans ce grand continent, l'Afrique, où il y a justement beaucoup de maladies transmissibles, mais de maladies mortelles, malheureusement, qui existent jusqu'à nos jours. Il y a aussi le sang. Je dois narrer le pourquoi de cette chronique. Je crois que je dois remercier Feriel, elle m'a dit, chaque semaine, elle me dit, alors, de quoi on va parler? D'une façon très intelligente. Puisque c'était la semaine passée... Feriel ou Amel? Amel, d'accord. Amel Almi, d'accord. Amel, pardon. C'était la semaine du don de sang. Oui. On en a parlé, oui, il y a au contraire d'une façon. On discute et c'est ça qui est très bien avec Amel. Ensuite, elle s'est rappelé que c'était la journée mondiale de l'enfant africain. C'est vrai que le 14, c'est la journée du don du sang et le 16, c'est la journée de l'enfant africain. Mais c'est extrêmement bien choisi et la discussion, je la remercie sincèrement, professionnellement, dans le sens où il y a le sang et le gros problème pour les trucs africains, c'est les maladies. Donc, la plus grande maladie qui fait des désastres en Afrique et qu'hélas, dont on ne parle pas assez, il y a un programme OMS, Organisation mondiale de la santé, qui repose sur 3 éléments. Or, on ampute ces 3 éléments et on ne parle que de la lutte contre le VIH-Sida. Oui. Or, l'origine exacte du programme de l'OMS, c'est le paludisme, et il ne faut plus dire malaria, parce que malaria, c'est l'ancien nom, c'est le palu. Et pour faire professionnel, on dit le palu. Vous avez le palu, vous avez la tuberculose, et vous avez le sida, par ordre croissant. Dans le problème, c'est qu'il faut justement parler, surtout l'enfant africain. Pourquoi l'enfant africain? Le paludisme tue surtout les enfants. Et c'est dû à quoi le palu? C'est toute une série, c'est un moustique, et elle a reconnu, elle m'a dit c'est l'anophèle, elle a la définition exacte, c'est l'anophèle. Le virus est transporté par l'anophèle et qui vient piquer, on appelle ça un hématophage. Les moustiques sont hématophages, surtout les féminins, le côté féminin des moustiques, pas les mâles, pour nourrir leur progéniture. Donc, hématophage qui se nourrit de sang, hématophage de sang. Donc, les enfants sont les plus atteints. Or, le paludisme, à ce jour-là, il fait des ravages en Afrique, mais c'est le gros problème sanitaire en Afrique, il faut pas oublier. Le VIH, tout ça ne doit pas faire ombre à ces désastres que sont le paludisme et la tuberculose. Ça, c'est très... Et c'est des malades qu'on peut prendre en charge, surtout la tuberculose. Le paludisme... La tuberculose, aujourd'hui, ne tue plus, docteur. Si, je vais dire pourquoi. Une autre forme de tuberculose, qu'on appelle les tuberculoses résistantes. Le paludisme, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. On lit par-ci, par-là qu'il y a le test d'un nouveau vaccin, mais ils ne sont pas validés, si vous voulez, par l'OMS qui dit, oui, il a une efficacité. La seule efficacité pour se protéger de l'anophèle, pour qu'il ne pique pas, c'est très simple. Ce sont des moustiquaires. D'accord. Mais des moustiquaires médicalisés, thérapeutiques si on veut, de l'OMS, les normes OMS, qu'on doit distribuer et qui doivent entourer les berceaux et tout ça. Moi, j'aimerais dire une chose, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, en Algérie, ils disent « Ah non, nous, on n'est pas atteints, il n'y a pas de paludisme indigène. » Il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Dans le sens où, si on parle de réchauffement climatique, si le biotope, on appelle ça, le manach du virus,
de l'insecte se déplace, réchauffement, le virus l'insecte l'anophèle va se déplacer. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter une attention. J'ai lu un papier où on a trouvé l'anophèle en Italie. C'est-à-dire qu'on a, c'est des scientifiques, c'est des études, ils font ils font des schémas, ils tiennent compte. Quand on dit réchauffement climatique, c'est pas parce que il fait chaud, on va aller à la plage. Non, il faut voir quel est l'impact surtout, et il faut faire attention à ces problèmes. Parce que l'Algérie, dans son histoire, pourquoi? Parce que l'anophèle, tout ça, il aime pas les lacs, les retenues d'eau, les glettes, on dit ça, tout ça, et on avait de gros problèmes. C'est pour ça que on a planté beaucoup d'arbres d'eucalyptus, parce que l'eucalyptus, il prend beaucoup d'eau, il consomme beaucoup d'eau pour assécher ses mares, ses retenues d'eau. C'est important. Regardez au niveau de l'hôpital Qatar actuellement, dont on peut être fier. Il a une longue histoire professionnelle et un long passé de prise en charge justement des maladies infectieuses. C'est un bijou en Algérie et qui a un long passé. Ensuite, les problèmes en Afrique, à part le paludisme qui est important, vient juste après la tuberculose. La tuberculose, c'est quelque chose dont on peut être fier en Algérie. Et je parle professionnellement, je ne parle pas au point de vue affectif ou bien en toute vie à l'Algérie. Non, c'est une lutte qui a été menée d'une façon exemplaire et qui a été au niveau mondial pris comme modèle, comme modèle les traitements thérapeutiques, et c'est l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui sont acharnés à lutter contre la tuberculose. C'est vrai que la tuberculose a été une maladie qui a été prise en considération, en charge juste après l'indépendance. C'était vraiment l'un des premiers objectifs. C'était le legs maudit que nous a laissé le colonialisme. Ça. Et c'était très spectaculaire. Le corona, tout ça, les signes cliniques. Là, c'était les gens qui toussaient du sang. Vous voyez, du sang. Et pire, alors le stade le plus grave, c'est celui de la tuberculose purulente, les poumons, alors ce qui fait, vous aviez du pu. On a nettoyé ça. Sincèrement, on peut être fier de cette expérience et la façon d'avoir organisé la lutte. C'est ça qui est important. Mais maintenant, il y a un problème qui est mondial, c'est celui de la tuberculose résistante. Ça, c'est important parce que surtout chez les gens atteints de sida. Vous voyez que le sida, le VIH-sida, c'est pas facile. Il y a une atteinte du système immunitaire. Donc, les trucs, le bacille de Koch, Sabrardo, il est en terrain conquis. Donc, c'est les tuberculoses résistantes. Hélas, à mon niveau, j'ai essayé de voir, il n'y a pas de toujours, c'est ça le problème, il n'y a pas de publication scientifique. Où en est-on en matière de tuberculose résistante? Il semblerait, ça c'est que c'était la tuberculose, il semblerait, je n'ai pas l'information exacte, que la tuberculose reculerait, les cas sont en train de diminuer. Mais c'est une situation qu'il faudrait contrôler, surveiller régulièrement. Ça, c'est important. Ensuite, le troisième élément, c'est le VIH-Sida. Ça, en Afrique, même si vous écoutez des chiffres, des pourcentages, ça, c'est ailleurs. Et ça coûte cher, les médicaments. L'Afrique du Sud a lutté pour pouvoir produire en Afrique du Sud, eux-mêmes leurs médicaments contre le sida. Et c'est pas facile, parce que les grosses compagnies ne veulent pas. Et le VIH-sida, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main en Afrique. C'est très important parce que ça tue énormément et ça crée autre chose. Les mamans atteintes de sida meurent et ensuite on a cette catastrophe. Transmission. Les orphelins du sida, vous vous retrouvez avec une population d'enfants orphelins et c'est toute une histoire. Je crois qu'il faudrait le plus vite possible, à mon niveau, le niveau, c'est-à-dire même pas le niveau ultra microscopique,
je crois que l'Union africaine devrait déclarer en urgence la lutte contre ces maladies qui font des ravages en Afrique. Et pour faire le lien, j'ai débuté avec le sang et terminé avec le sang est quelque chose de fondamental. On peut dire la même chose qu'avec l'eau. Je vous ai dit une fois que l'eau n'est pas nécessaire à la vie parce que c'est la vie même. Le sang, c'est directement, c'est la vie même, mais en même temps, c'est un liquide. À la limite, il est liquide, mais c'est un organe. Il est dans tout le corps et il charrie, il transporte beaucoup de microbes au sens algérien du terme si on ne respecte pas. Et ce qui est important, c'est qu'il faut développer, maintenant, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont dans les blocs opératoires, il y a des femmes qui vont accoucher, et à ce moment-là, elles ont besoin d'énormément de sang, et une idée, il faut développer l'éducation saine. Le sang ne se vend pas et ne s'achète pas. C'est impossible. Depuis presque un siècle, on essaye de fabriquer du sang, on n'y est pas arrivé. Seul l'être humain peut faire du sang, peut fabriquer du sang. Et ce qui est important, si moi, je ne vous donne pas mon sang, je vous fais pas un don de sang, et, vous allez mourir. Je crois que c'est la meilleure, c'est le top. C'est le top inimaginable de le symbole symbolique, je me répète, mais symbole de la solidarité et l'entraide humaine. Ne donnez pas d'argent, mais donnez de votre sang et donnez de votre sang fait selon certaines règles. On n'a pas le temps d'en parler, mais on ne va pas vous prendre et vous égorger ou là vous vider de votre sang. Non, ça répond. La première des choses, on ne peut donner son sang que de 18 à 65 ans. Et vous allez, ça va vous rendre service parce qu'avant de vous prélever du sang, nous avons droit à un bilan gratuit. Un bilan gratuit et beaucoup de gens ont découvert des maladies au moment où ils ont été pour donner leur sang. Vous voyez, tout ça, ça s'enchaîne. C'est une chaîne, effectivement. Et c'est pour ça qu'un mec, je l'ai remercié, ça s'est enchaîné. Voilà, merci beaucoup, docteur. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'ai contracté. Oui, c'est vrai que ce sont quand même plutôt trois grandes thématiques qui méritent chacune d'elles, d'ailleurs. Une attention des émissions très particulières. Merci beaucoup, docteur. Et restant donc en Afrique avec l'enfant africain. Et justement, Sophia Chouban, elle s'est intéressée à la situation de l'enfant africain, particulièrement au travail, donc au travail de l'enfant africain, à la misère et aux maladies d'ailleurs qui touchent l'enfant africain et surtout tout ce que l'UNESCO aujourd'hui fait pour la protection de l'enfant africain. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après.
globale qui est nécessaire. Et voilà, effectivement, donc une politique globale nécessaire afin de permettre donc à ces enfants un peu partout dans le monde, en Afrique particulièrement, de vivre pleinement leurs droits, notamment l'éducation, l'épanouissement aussi. Et parlant donc d'éducation, on ne peut parler d'éducation sans parler de livres. Et aujourd'hui, le livre devient de plus en plus accessible, notamment avec les nouvelles technologies. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Nassera Khiyat. Bonjour Madame. Bonjour. Marhaba bik. Alors Madame Nassera Khiyat, vous êtes responsable de la plateforme numérique pour la promotion de la lecture, pour la promotion du livre, n'est-ce pas? Oui. Alors, cette plateforme, donc intitulée arambook.com. Alors, premièrement, d'où vient donc la nécessité donc de lancer cette plateforme? Voilà. Alors, la plateforme arambook.com est une plateforme dédiée aux livres numériques exclusivement. Donc, l'idée est venue à partir d'un objectif bien précis, c'est la promotion bien sûr du livre et la lecture, mais aussi de profiter du développement des nouvelles technologies pour donner un plus au secteur du livre. C'est-à-dire, le livre, on connaît le format traditionnel du livre, donc à partir de sur cette plateforme, on a un autre format qui est commercialisé, c'est le format numérique. Et connaissant tous la limite de la distribution du livre numérique, c'est une bonne alternative pour donner plus d'accessibilité au contenu des livres, d'autant plus que les livres qui sont présents sur la plateforme, la plupart, ils sont déjà publiés en format papier. Donc c'est vraiment un plus qu'on donne au lecteur, à l'éditeur et à l'auteur aussi, en donnant plus de visibilité aux livres et à la littérature en général. Il faut dire aussi que le format papier aujourd'hui n'est pas toujours accessible, parce que aussi la chaîne de distribution est toujours amputée quelque part, n'est-ce pas? Il y a toujours des difficultés par rapport à la distribution du livre, par rapport donc à l'impression du livre, et là c'est une alternative encore une fois afin de permettre l'accessibilité, afin de permettre donc de pouvoir permettre donc au lecteur d'arriver au titre souhaité. Tout à fait, tout à fait. Alors en Algérie, peut-être c'est un peu particulier. Le pays est très grand et on a vraiment malheureusement un grand manque de librairies, de bibliothèques et d'espaces dédiés aux livres. Effectivement. Et donc, avec le livre numérique, sachant que sur Internet, il n'y a pas de limite. Donc, le livre papier, effectivement, on ne peut pas le trouver partout. Il faut savoir qu'en Algérie, je parle de l'Algérie parce qu'on donne la priorité aux livres algériens, mais la plateforme, bien sûr, elle est ouverte à tout le monde, à tous les lecteurs du monde entier. Donc, en Algérie, le livre papier connaît des limites, malheureusement, qui causent beaucoup de tort à l'auteur, à l'éditeur et au lecteur aussi, parce qu'il n'est pas distribué partout. Donc, l'Algérie, c'est pas Alger, Oran, il y a 58 wilayas, et le livre papier, on ne le trouve pas partout. Le lecteur, des fois, peine à trouver. Il entend parler d'un livre sorti, par exemple, récemment, on en parle dans les journaux, à la télé, à la radio, mais il ne le trouve pas à côté. Par contre, il a un téléphone, il a Internet, il a une plateforme ou plusieurs plateformes. Pour le moment, notre plateforme est la seule en Algérie, mais je suis sûre qu'il va y en avoir d'autres. Et donc, il peut facilement accéder au contenu de ce livre, soit sur un autre support. C'est-à-dire la différence, quand le livre est déjà publié en format papier, il est en format électronique, le contenu est vraiment le même. Donc, c'est juste le support qui est différent, qui change exactement. Et donc, si on peut lui donner cette opportunité d'avoir accès au livre, pourquoi pas? C'est vraiment le but. Alors, quand on parle de numérisation, on fait très attention, on a peur aussi, on a un petit peu ces appréhensions, ces craintes par rapport aux droits d'auteur. Et justement, pour ne pas tomber dans ce genre de soucis, ce sont des contrats carrément que vous avez effectués avec des éditeurs afin de protéger justement les droits d'auteur. Tout à fait. Il faut savoir que moi, je viens du monde de l'édition. Donc, je connais très bien ce monde et j'ai beaucoup de respect, enfin, je suis obligée, pour les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Donc, c'est vrai que quand on commençait à contacter les éditeurs pour avoir les livres et tout, le premier souci, c'était ça. C'était les droits d'auteur et la protection des fichiers. Ce qu'on fait, nous, c'est on signe des contrats en bonne et due forme avec les éditeurs et on ne se permet jamais de mettre n'importe quel livre sur le site si on n'a pas déjà les autorisations qu'il faut. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a tout fait pour protéger les fichiers. Parce que le premier souci, le souci majeur des auteurs, des éditeurs et de tout le monde, on a peur quand on met un fichier sur Internet de le retrouver un peu partout, partagé, piraté et tout, et c'est tout à fait normal. C'est légitime d'avoir cette crainte. Et donc, de toute façon, la crainte, elle existe aussi sur le format papier. On peut aller faire des photographies
photocopier aussi, scanner. Vous savez, si vous allez vous allez chercher des livres, vous allez trouver des milliers, si c'est pas des millions de livres, scannés comme ça en format papier, scannés, des fois de très mauvaise qualité, photocopiés, et mis sur Internet. Donc ça, il faut dire aussi qu'on ne peut pas garantir une protection à 100%. Personne ne peut la garantir, mais on fait vraiment le maximum. Donc nous, on a acquis un logiciel pour la protection des fichiers. On a aussi conçu le site de manière à ce qu'il soit vraiment sécurisé pour ne pas permettre du piratage ou bien des accès. Donc on fait très attention à ce point-là. Effectivement. Alors, justement, pour l'instant, donc c'est une plateforme qui est dédiée aux livres algériens. Il y a plusieurs langues, donc on peut trouver les livres en plusieurs langues. Oui. La plateforme, elle est ouverte, La plateforme, elle est ouverte à tous les éditeurs, pas uniquement les Algériens, sauf quand c'est donné une priorité, c'est de donner plus de visibilité d'abord aux livres algériens, à la littérature algérienne. Mais sinon, c'est ouvert parce qu'on a des éditeurs tunisiens, on a des éditeurs égyptiens, donc c'est pas uniquement les éditeurs algériens. Pardon, la question. Il n'y a pas de souci. Je parlais donc de la plateforme. Je disais que la plateforme était ouverte aux éditeurs algériens. Là, vous nous dites que non, donc elle est ouverte, voilà, de toute façon ouverte à tous les éditeurs, voilà, qui voudraient donc mettre les livres donc à votre disposition. Je parlais aussi des langues. Donc on peut trouver les livres en plusieurs langues. Oui. Alors il faut savoir que la plateforme elle est ouverte à tout genre de livres d'abord. Donc on n'a pas précisé. Il y a le roman, l'essai, le livre de jeunesse, enfants et tout. Et les livres sont disponibles en 4 langues. On a la langue arabe, la langue française, la langue tamazight, la langue anglaise. Alors quand vous dites que les livres sont disponibles en 4 langues, est-ce qu'on doit comprendre par là que le même livre il est traduit en 4 langues ou d'origine? Non, c'est pas des traductions. Alors il y a des livres qui sont comme ils sont initialement traduits par leurs éditeurs, on peut les trouver par exemple en langue française, en langue arabe, par exemple. Mais sinon, quand on dit 4 langues, c'est pas les mêmes livres qui sont disponibles dans les 4 langues, mais il y a des livres en anglais, il y a des livres en arabe, en français, en tamazight. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens, d'accord. Alors, donc on a dit que justement la plateforme est ouverte à tout genre de livres. Quel est aujourd'hui l'engouement, on va dire, des utilisateurs d'Internet par rapport à l'acquisition des livres numériques? Alors ça ne diffère pas beaucoup du livre papier parce que généralement on trouve un grand engouement beaucoup plus pour les romans et les essais. Le roman, il est même sur le format papier. On va trouver quand vous êtes dans une librairie, la plupart des gens ils viennent beaucoup plus pour les romans. Et vous avez une autre catégorie. Bon, il y a des lecteurs qui sont très curieux, qui veulent apprendre des choses et tout, qui sont intéressés par les essais. Mais vous avez aussi la catégorie des chercheurs, des étudiants et tout. Donc principalement, c'est les romans et les essais qui sont le plus demandés sur la plateforme, comme pour le livre papier. Voilà, mais sinon, vous continuez quand même à recevoir tout genre de livres. Tout à fait. Donc on continue. Là, on est en train d'améliorer de plus en plus la plateforme. Je dirais aussi, parce que pour le moment, on peut dire que c'est une bibliothèque, plutôt une librairie virtuelle. Là, on est en train de créer un autre espace qui est une bibliothèque. Sur la même plateforme, il va y avoir un autre espace dédié à plutôt qui sera comme une bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire il va y avoir des abonnements mensuels ou annuels qui permettront aux lecteurs d'avoir accès à tous les livres de la plateforme, parce que là c'est uniquement un téléchargement, donc c'est une vente. Oui, voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Donc on télécharge ou donc on peut télécharger? On peut télécharger. On peut faire une lecture donc en ligne comme on peut télécharger. Pour le moment, on peut télécharger. C'est une vente, donc ça se passe exactement comme pour le livre papier. Vous choisissez votre livre, vous le mettez en panier, vous commandez et vous le recevez. Donc tout dépend après du mode de paiement. Si c'est par virement, on attend que le paiement soit effectué. Sinon, il y a le paiement électronique qui est disponible. Donc les secondes qui suivent le paiement électronique, vous avez votre lien de téléchargement. Voilà, donc on rappelle que c'est la plateforme arambook.com et on peut trouver notre bonheur. Merci. Vous êtes à combien de livres numérisés? Alors environ? Pour le moment, on est à un peu plus de 400 livres et les prochains jours, on atteindra 600 livres très bientôt. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Inch'Allah, peut-être une bibliothèque beaucoup plus riche, pourquoi pas? Beaucoup plus riche et enrichie. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Madame Nassera Khayat, vous êtes responsable de la plateforme numérique pour la promotion de la lecture en ligne, pour la promotion du livre aussi en ligne. Pourquoi pas prochainement aussi des livres en langue asiatique? Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui la langue asiatique est très prisée par les Algériens. Il faut dire, il y a beaucoup de cours particuliers, il y a beaucoup d'ateliers qui sont ouverts pour l'apprentissage de la langue et de la culture asiatique. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. Alors on parlait justement de ces ateliers d'apprentissage de la langue asiatique, de la culture asiatique, et Riles Ould Hamouda a justement visité l'un de ces ateliers. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après.
Amin Bahaj, passionné de culture asiatique, au fil des années, il apprend la langue japonaise. Autodidacte, il perfectionne son niveau et en 2018, il se lance dans l'enseignement pour dispenser des cours de langue mêlant oralité et écriture. Ingénieur d'État en génie des procédés de Polytechnique d'Alger. J'ai fini mes études en 2016 et en même temps, il se trouve que j'avais un grand penchant et une grande passion pour le domaine asiatique, spécialement pour le Japon. Le Japon m'a toujours fasciné de par sa culture, de par la mentalité des Japonais. J'ai décidé de vraiment m'investir en 2017 dans l'apprentissage de la langue japonaise, où j'ai passé par la suite un examen qui est le Nihongo no Rikushken, le GLPT, l'examen international de la langue japonaise, où j'ai réussi. Après, j'ai eu l'occasion de travailler comme professeur universitaire au niveau de la fac d'Alger 1, où on a lancé l'enseignement de la langue japonaise. Petit à petit, l'établissement a vu le jour. Le hiragana, c'est fait pour écrire tout ce qui est japonais. Comme le japonais, l'apprentissage du coréen ou du mandarin a été boosté par la popularité de la culture asiatique, à travers les animes, les mangas ou encore la K-pop, qui sont l'origine d'une hausse importante du nombre de personnes qui s'intéressent et qui apprennent ces langues. Les animés, ou en même temps, la culture japonaise. والحاجة مليحة لهنا سي كو تعلم لا لونغ وتعلم عفايس كولتورال تانيك تاع tout ce qui est japonais, même asiatique. Je suis étudiante en la langue coréenne et je suis quand même venue pour participer à pour cuisiner de la nourriture japonaise, pour apprendre la culture et par plaisir. D'abord, la culture asiatique, c'est une passion avant autre chose. Tout ce qui est aussi l'histoire, ça fait déjà 2 ans que j'apprends le japonais. Et plus je m'investis, plus comme je découvre. Et avant de s'initier aux langues asiatiques, pourquoi ne pas commencer par stimuler ses papilles ? Nous avons dans un autre volet les workshops, les ateliers, calligraphie, origami, sushi. J'apprends la langue japonaise depuis 2 ans maintenant. Pourquoi je l'apprends? J'aime bien la langue japonaise, les animés, les makalata hambenina, tout ça. Et en même temps, oui, j'apprends pour l'instant, je suis en formation professionnelle en maintenance des appareils médicaux. Donc ça m'aide bien la langue pour le travail après et en même temps pour la culture. اليوم رانا هنا نديرو un atelier sushi نتعلموا كيفاش نديروه. Les sushis. Leur base, c'est du riz. Avec ces plats typiques tels que les onigari, les makis ou les incontournables sushis, Amin Bahaj mise sur la gastronomie et ce genre d'atelier qu'il considère comme la meilleure façon d'améliorer son niveau de langue tout en se régalant. Et voilà, joindre l'utile à l'agréable, apprendre la langue, mais aussi apprendre la culture et pourquoi pas la culture culinaire. Donc parlons de langue, parlons de culture. Nous allons rester donc dans ce monde puisque cet été, donc il y aura le festival, donc l'été en poésie et en musique. L'organisateur est parmi nous ce matin. Monsieur Malik Amirouche, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à Canal Algérie qui est toujours présente pour donner la visibilité aux choses, aux événements qu'on organise. Il salue tout le monde. Une pieuse pensée pour les malades qui souffrent. Entre autres, il y a un ami qui se bat contre le cancer, c'est Abdelkrim Msdouri, à qui je souhaite un prompt rétablissement, ainsi que tous les malades. Inch'Allah, en tout cas, merci d'être parmi nous c'est un plaisir. ce matin. Lorsqu'on est dans le studio, on oublie tout.
Alhamdulillah, ça nous fait plaisir en tout cas. Et donc, toujours dans le monde de la culture, je voulais annoncer ce matin une autre chanson qui vient s'ajouter donc au patrimoine musical algérien. Donc, l'été arrive, les fêtes de mariage particulièrement arrivent et donc une nouvelle chanson pour la raïs, pour les fêtes donc de mariage. Habib Younes est parmi nous ce matin. Bonjour Habib. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci. Je suis très content d'être parmi vous parce que ça fait longtemps. Voilà. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je suis très content d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Monsieur Malik Amirouche. Donc, on va revenir un petit peu à cette nouvelle édition donc, de l'été en poésie et en musique qui s'installe quand même comme une tradition. Hein. Oui, bien sûr, même si elle se passe dans la difficulté parce qu'on n'a pas de financement, il y a beaucoup de blocages. Vous n'êtes pas sans savoir que la culture est le parent pauvre chez nous. Les choses se sont peut-être compliquées et corsées avec la Covid. Dans nos activités, on draine beaucoup de monde, des artistes de différentes générations. Pourquoi l'été en poésie et en musique déjà? Parce que les poètes et les musiciens travaillent ensemble, mais ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Effectivement. Et puis c'est pour tordre le cou à ceux qui se disent je suis auteur, compositeur et interprète, alors qu'il y a des paroliers. Il y a des musiciens, il y a des belles voix. On essaie aussi de faire rencontrer les générations. Et puis, la poésie a son pesant dans notre société. À un certain moment, notre culture... C'est une tradition orale chez nous. Voilà. Alors, c'est transmis de génération en génération. Ça nous a éduqués. On a le Cheikh Mohamed El Hussein, Youssef Qassi, c'est Mohamed, Sidi El-Khadr Ben Khalouf. Tout ça, c'est un patrimoine. Ce qu'on fait, les choses qui se passent à l'université, on les ramène au grand public parce que il y a le côté festif, il y a le côté réflexion aussi sur notre poésie, l'évolution des choses, et puis mettre les générations de poètes, de musiciens, de conteurs, pour que déjà au-delà de l'aspect festif, comme je l'ai dit, il y a les rencontres, dans les rencontres il y a des échanges qui naissent, des projets qui naissent, donc tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Voilà. Alors, je reviens à vous. Justement, Habib Younes, là, Malik Amirouche nous dit quelque chose de très important. C'est un petit peu ce travail collaboratif entre les musiciens, entre ces belles voix, entre les paroliers, entre les poètes. J'imagine que vous le rejoignez un petit peu dans cette réflexion. Effectivement. Monsieur, tout à l'heure, j'en en train d'écouter. C'est très important de faire une collaboration avec toute l'équipe de l'organisation de l'événement. Parce que c'est un festival, ça demande beaucoup des efforts de tout le monde. Il n'y a pas que le président ou l'organisateur. Et c'est très difficile, surtout en Algérie, parce qu'il faut les moyens, comme il le dit tout à l'heure, les moyens humains, les moyens matériels, tout. Voilà. Les infrastructures aussi. Voilà. Et pour réussir ce festival et donner une bonne image de la région. Voilà, effectivement. Alors je reviens à vous, Malik Amirouche. Donc là, vous êtes en train de préparer encore une fois ce festival. Ce sera Oui, mais avant de parler de ça, je vais revenir à alors on le prépare activement, mais dans l'incertitude aussi, parce que je lance un appel, parce qu'on a des difficultés financières. Moi, j'ai commencé, c'est depuis 12 ans que j'active, parce que toutes mes activités sont d'utilité publique. C'est comme le café littéraire et philosophique, le festival Montagnard, le printemps du livre de Nassiratin, qui sont des événements annuels. Donc on draine du monde, on a besoin de soutien, et puis on doit vivre dignement. L'équation qui dit la vie d'un artiste est toujours triste, on doit la bannir. Et puis un artiste ne doit pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Donc on doit changer cette vision. Donc j'interpelle les gens, les mécènes, éventuellement les sponsors, même s'ils ne se bousculent pas. C'est vrai qu'ils aiment sponsoriser le sport, on n'est pas contre. Mais la société qui n'a pas de culture, elle est vouée à l'échec. Je prends l'exemple de Churchill lorsqu'on lui a demandé d'amputer le budget de la culture durant la Deuxième Guerre mondiale. Il leur a dit, vous n'avez rien compris. Donc c'est la culture, c'est tout ce qui nous reste après qu'on ait tout perdu. Donc ça annonce bien, j'espère. D'ailleurs, malgré toutes les difficultés, on fait face parce qu'on aime ce pays. Pour nous, il y a eu des gens qui ont pris les armes pour libérer ce pays. Le combat, c'est le combat d'idées, c'est le combat des belles lettres, parce que lorsqu'il y a expression culturelle, ça apaise, on récupère les jeunes. Donc, on donne du sens à notre vie, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des centaines de conservatoires
On a 1000 et quelques communes. Dans chaque commune, il va y avoir un café littéraire. Ça permet aux idées de circuler, aux auteurs de se produire et d'aller vers leur public. Voilà, c'est pour ça que ce genre d'événement est intéressant parce qu'il pourrait impacter, donc pourrait être un exemple aussi pour les autres communes. Madame, alors, même sur le plan économique, parce que lorsqu'il y a du monde qui vient, on prend l'exemple du festival Raconta, ça va faire, mais les gens peut-être oublient de le prendre par là, et c'est un appel aussi au pouvoir public, notamment les APC, d'accompagner ce genre d'initiative, parce que ça a des effets sur l'économie aussi, parce qu'il y a des gens qui circulent, donc les gens se retrouvent forcément dans les cafés pour discuter autour de quelque chose, même dans pour un les restaurant. artisans, Absolument. Donc mettre en valeur tout ce que nous avons de beau. Effectivement. Alors justement, vous parliez un petit peu de cette culture qu'on doit protéger, qu'on doit promouvoir, et là vous avez édité, donc là on va le montrer, vous avez édité donc un livre, c'est un peu un recueil donc de 39 poèmes. C'est une anthologie, je pèse bien mes mots, peut-être dans le monde c'est pas arrivé en 3 langues, tamazight, français et arabe, toutes les expressions sont les bienvenus, il n'y a pas de queue de langue. Et puis, c'est bien de faire des événements, mais laisser des traces, c'est encore mieux, parce que c'est capitalisé. D'ailleurs, dans ce sens, je suis en train de préparer aussi à capitaliser l'expérience du Café littéraire et philosophique de Tizi Ouzou en ouvrage, sous forme d'ouvrage en 2 tomes. Comme ça va être laissé pour les futures générations. Dans cet ouvrage qui a été préfacé par Mme Kiltem Dfous, et la 4e couverture par Mme Dabazi Chérifi, et la préfaçon de M. Abdelbik, que je salue au passage parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc il y a des sommités, de la poésie, des gens moins connus. La plus jeune poétesse, elle vient de passer son bac, c'est Rick Lisa, donc à qui je souhaite un succès. Donc on a donné la visibilité à des poètes qui sont plus ou moins connus, mais qui n'ont pas eu la chance d'être édités. Et puis on révèle aussi des jeunes talents. Et puis lorsqu'il y a un croisement d'idées, ça fait que donner de la richesse. Voilà. Donc on doit apprendre à capitaliser. D'ailleurs, je lance un appel éventuellement à ceux qui peuvent et qui souhaitent accompagner nos activités, de financer au moins l'édition de ce recueil, parce que je l'ai financé par mes propres fonds avec l'aide de M. Ferras des éditions Imtidad, pour que je fasse un grand tirage, et comme ça va être distribué et disponible. C'est un plaisir de le prendre comme ça. Oui, effectivement. Voilà. Et puis on a rendu hommage à... Je l'ai feuilleté comme ça très rapidement. J'ai pu... Il y a un hommage aussi à des personnes qui nous ont quittés dans des conditions tragiques, emportées par la Covid et les incendies de la Kabylie. Je nomme un oncle qui est parti très jeune, c'est Dr Abdelkerim Blikbir, Chérif Melboussi, un artiste, Kizar Mohamedouali, et puis il y a Samir Tomalik, c'est des artistes, voilà. Et puis voilà, donc il y a eu beaucoup d'émotions. Je ne vous cache pas, lorsque je l'ai eu entre mes mains, j'ai pleuré. Oui. Voilà. Mais c'est un bel hommage finalement que vous leur avez rendu, d'autant plus que vous avez donné, comme vous avez... Et puis la difficulté des fois, donc c'est une délivrance. Lorsqu'il est pris entre mes mains, je l'ai dédié à ma mère, l'Ahma, et Bnen Khali Haj Bnen Saïd, voilà, qui m'aide aussi. Voilà, donc c'est émouvant. Mais c'est pour dire, donner l'exemple aux gens, il ne faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin, combien même les choses sont difficiles. Voilà, effectivement. On se donne rendez-vous en été pour une autre édition. Très bien. L'été en poésie et en musique. Je tiens juste à arborer ce t-shirt pour saluer l'association Asir Mnathirasen qui a organisé un bel événement, parce que comme vous le savez, notre région est impactée par les incendies. Oui. Donc ça a créé vraiment, on a besoin de ce genre d'événements pour donner de l'espoir aux jeunes. Je salue M. Mames Morad et toute son équipe. Voilà. Et j'annonce sommairement l'organisation d'un colloque au grand centre de la culture algérienne, en l'occurrence chez le Freddam, et prochainement aussi la 4e édition du Printemps du Livre, Nathirasen. Ça va se passer quand?
Logiquement, comme je vous ai dit, le Covid nous a complètement chamboulé. Complètement chamboulé, effectivement. Au lieu d'attendre le printemps prochain, donc on va le faire en été. Voilà. Voilà. On vous suivra, en tout cas, pour avoir plus ample information. Vous restez parmi nous. Alors, en attendant donc le festival, le colloque, il y a déjà la chanson qui est sortie, n'est-ce pas, pour chanter l'Aroussa, encore une fois. Oui, c'est une chanson qui s'est nommée Arousatna. C'est pour les mariages, pour les fêtes. Et Inch'Allah, ça sera toujours des fêtes. Parce que comme les émissions de Covid et nos chamboulés nous a détruits. Voilà, et en fait, là, on revient, Inch'Allah. Monsieur Merouj, ça c'est une autre façon de faire la promotion de la culture, du patrimoine. Bien sûr, parce qu'on a besoin de mettre notre patrimoine qui est si riche. Parce que là, justement, vous mettez à travers votre clip, nous sommes en train de l'entendre, d'écouter la chanson en sourdine, et justement, vous mettez à travers votre clip toutes les traditions donc, du mariage de Tlemcen jusqu'à Kala. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. De Melhoudoud à Melhoudoud, de Tlemcen. Voilà. Il n'y a pas de différence. C'est une richesse, on a la chance d'avoir un patrimoine très riche et juste on doit l'exploiter. Voilà, on doit juste l'exploiter et le mettre. Il faut retrousser les manches et j'espère aussi les pouvoirs publics vont accompagner. C'est vrai qu'on n'est pas l'assistanat, mais lorsqu'il s'agit un accompagnement, c'est vrai que ça. Parce que c'est pratiquement, on ne peut pas faire payer les gens lorsqu'ils viennent assister à un festival. Voilà, effectivement. Alors, on va aller voir un extrait de votre clip et on revient juste après. Voilà, c'était donc un extrait de Arousatna. Vous nous avez emmené un petit peu vers les rythmes de Constantine. Voilà, c'est ça, c'est la région de l'Est. Et c'est une chanson, comme je dis, c'est pour les fêtes, pour les mariages. Et voilà, ça commence à démarrer. Et félicitations pour tout le monde, voilà. Et comme je dis, la musique, c'est une... Du cinéma. Voilà, c'est ça. Apaise, oui, effectivement. Apaise, ça met de l'ambiance aussi, ce genre de musique, ça met beaucoup d'ambiance aussi. C'est normal. On en a besoin, effectivement, particulièrement. C'est vrai, c'est nous, on est en France et... C'est très important. Il y a les mariages, c'est le retrouvail, on va dire. Entre les copains, les amis, la famille. C'est très important. Et c'est un lien, on va dire. Et aussi, Habib Younes, même si on est, donc on fait partie donc de cette diaspora, même si nous sommes à l'étranger, il faut dire que même à l'étranger, la tradition est fortement présente. Donc c'est toujours les rythmes algériens, c'est toujours les rythmes des différentes régions. Et c'est aussi la tenue traditionnelle qui est présente, même si nous sommes à l'étranger. C'est vrai, je peux vous dire que dans les mariages, on voit tout. Même les enfants d'ailleurs. Les enfants, parce qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, chaque région a la cité. Et on voit ça, on n'a jamais perdu ça. C'est toujours le lien entre l'Algérie et, et en France ou à l'Europe, on parle. Là, ils gardent toujours leurs coutumes dans les repas, dans la soirée exactement, dans le hanné. Toujours les mêmes coutumes que là-bas, ils ont gardé toujours, à l'ancienne, on va dire. À l'ancienne. Et les chansons, les anciennes chansons, ils restent toujours. Et ça, je peux dire que les grands-mamans, les mamans, voilà, ils aiment bien les chansons d'Adé à l'époque. Voilà. Et après, ils donnent ça aux nouveaux qui arrivent, par exemple les jeunes de maintenant. Et c'est vrai, c'est très important. Comme je dis, la musique, de toute façon, c'est une éducation avant tout. Voilà, effectivement, une éducation, une culture. Et justement, Habib Younes, il faut dire que vous êtes venu donc avec cette nouvelle chanson, avec ce nouveau clip, enrichir, on va dire, la playlist du patrimoine musical algérien. Et il faut dire que vous êtes venu en Algérie justement pour faire ce travail. Oui,
En même temps pour voir ma mère qui est souffrante, que je lui fais un gros coucou. Allez, on la salue ce matin. Quand je lui dis Rabbi Shafik, Inch'Allah, je fais jamais un Mordana. Et en même temps aussi pour faire la promotion de mon clip. Et alhamdoulilah, j'étais bien reçu. Hein, voilà. Ça fait depuis longtemps, on attend cette ouverture. Parce qu'un petit peu, on était bloqué, on n'arrive pas à joindre. Et là, ça va, alhamdoulilah, je croise les doigts pour que ça restera comme ça, Inch'Allah. Voilà. Alors, le clip a été lancé le 2 juin. Le 2 juin, il est diffusé le 2 juin. C'était réalisation de mon fils. Il a quel âge? Il a 22 ans. Ah, avec son frère qui a 19 ans. Et c'est lui qui a réalisé le clip avec l'organisation. C'est lui qui gère mon côté artistique. Voilà. Et il y a eu déjà un retour depuis le 2 juin? Ah oui. Bon, ça fait pas longtemps, ça fait à peine une quinzaine de jours. Les gens ils disent voilà, c'est la musique qu'on cherche, c'est la musique qu'on veut écouter. Parce que actuellement, c'est vrai, sur la scène culturelle et tout, on a besoin de cette musique-là, ces paroles. Et on peut écouter la musique entre familles, entre maman et père, entre des enfants. Voilà, on a besoin de ces musiques-là. Et moi, j'encourage tout le monde de travailler et de composer, et surtout les musiciens, les chanteurs. C'est un message voilà, pour un petit peu revenir à l'ancienne, on va dire, à l'ancienne avec la modernité. Oui, voilà, mais à l'ancienne. À l'ancienne, avec une touche moderne. Voilà. À l'ancienne, avec une touche moderne, effectivement. Je pense qu'au Iran, on doit quand même préserver ce que nous avons d'assez cher. Parce que notre patrimoine, si on ne sait pas d'où on vient, on risque de se perdre. Voilà, effectivement. Il faut toujours regarder en arrière pour savoir où on va. Effectivement. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Allez, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Juste pour saluer les gens qui m'aident, le Jura School, et Khalil Haj Ben Saïd, voilà, et que l'expression culturelle se diversifie et fleurisse. On a besoin de soutien, c'est un appel de cœur. Voilà. En tout cas, merci. Les gens le comprennent. En tout cas, merci beaucoup à vous, Malek Amiro. Je rappelle, vous êtes entrepreneur culturel. Très bientôt, on aura... Qui paie ses impôts, qui est un citoyen qui paie ses impôts. Voilà. Surtout. Et qui fait la promotion de la culture et du patrimoine. Merci beaucoup, Et madame. donc, très bientôt, Inch'Allah, on aura le festival l'été en poésie et en musique. Habib Younes, merci. De rien, vous en prie. Moi, j'ai un petit message surtout à ma mère. Rabbi Shafik, Inch'Allah. Même aussi les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Et surtout la région de Kolo, Nas el-Qol. Et en même temps, parce que nous, on prépare le 5 juillet à Lille, avec monsieur le consul général de Lille. Et normalement, Inch'Allah, on est en train de monter le projet. Et ça sera un grand événement le 2 juillet, Inch'Allah, sur Lille. Inch'Allah. Et merci pour l'invitation, merci beaucoup. Je suis très content parmi vous. Et merci de cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une très très belle continuation. Merci. Donc à vous deux, merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'école des Beaux-Arts. Là, au Faye Al-Hamdi s'est rendu un très bel événement, a été organisé samedi dernier, justement pour rendre hommage à un grand journaliste, à notre collègue, à notre ami Karimou, donc qui nous a quitté, Karimou Djilali, et un hommage lui a été rendu donc au niveau de l'école des Beaux-Arts. C'est Faye Al-Hamdi qui s'y était rendu. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Un vibrant hommage a été rendu au défunt écrivain et journaliste Abdelkrim Djilali à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, en présence de ses amis et ses anciens collègues. Quelqu'un de très gentil, très ouvert, un humaniste quelque part, il faut le reconnaître. Ouvert, avec qui il n'y avait aucun sujet tabou. On pouvait parler de beaucoup de choses. On a tout de suite, je vous dis, on a fraternisé parce qu'on a su trouver nos atomes crochus à tous les deux et ça s'est très bien passé. Oui, quelqu'un de très, très gentil, très sympa. Je trouve quand même qu'il était temps qu'on lui passe un hommage parce que Abdelkrim, c'est quelqu'un qui a d'abord été un grand militant de la culture et en même temps un grand patriote. C'est-à-dire que il a été pendant longtemps au journal Algérie Actualité. Et grâce à sa place dans ce journal, il a suscité pas mal de rencontres, de débats au collège. Et puis, c'est quelqu'un qu'on aimait rencontrer dans les différents événements culturels au collège. Il avait une présence très forte. Et ce que j'aimais chez lui, c'est son plaisir d'encourager les autres, d'aider les autres à se faire, que ce soit au niveau du journalisme, de l'écriture, etc. Ancien journaliste à Algérie Actualité, où il écrivait notamment dans la rubrique culturelle.
Le défunt a dirigé cet hebdomadaire avant d'intégrer le quotidien Le Siècle et enfin de rejoindre la télévision algérienne. Abdelkrim Djilali, Krimou, pour ses proches, était également auteur. Il avait à son actif 3 livres dont Le Temps des Patriotes et Les Chercheurs du désert. Une occasion de rappeler ses innombrables qualités qui forçaient respect et estime. Des qualités qui revenaient sans cesse dans les témoignages apportés par ses amis. Je me suis un petit peu rapprochée aujourd'hui pour découvrir l'histoire, le récit, la biographie de Djilali à travers tout ce beau monde qui est là. Et pourquoi pas ne pas en faire un récit. Ce n'est un juste retour à tout ce qu'il a fait. On a voulu ses amis, ce n'est pas institutionnel. L'école des Beaux-Arts a accepté d'ouvrir ses portes pour cet hommage, parce qu'il y a à l'intérieur de l'hommage des activités culturelles. Il y a une exposition de Zoubeir Hellel, il y a des communicants qui vont parler sur Najib, et pas des moindres. Il y a Denis Martinez, artiste peintre algérien, il y a Belhi, M. Belhi, il y a Najib Farhat, il y a Jamal Matari, photographe, il y a Djoudat Gassouma, critique d'art, et à moi-même aussi, je vais faire une petite déclaration tout à l'heure. Mais sinon, voilà, l'école est ouverte à ce genre on a une nouvelle direction qui est ouverte à ce genre d'activités, qui rend hommage à des gens qui ont vraiment fait des choses pour l'Algérie. Cette rencontre a été un moment fort, empreint d'émotion, lorsque plusieurs intervenants ont pris la parole pour parler de l'homme, de l'ami. Abdelkrim Djilali a été un homme rassembleur. Quand on connaît Abdelkrim, on ne peut plus s'en détacher, tellement il est humain, tellement il est simple et professionnel. Il est tout ça dans la vie. Et à chaque fois, il y a des gens qui s'agglutinent autour de lui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a tant de monde qui viennent pour se remémorer un peu la mémoire et le vécu de Abdelkrim Djilali. L'ancien journaliste Abdelkrim Djilali s'est éteint un 8 mai 2017, à l'âge de 61 ans, des suites d'une longue maladie. Et c'était donc un hommage qui a été rendu à notre ami, à notre collègue qui nous a quitté, Allah rahmou saleh, Krimou Djilali, c'est Faryal Hamdi, donc qui s'y était rendu au niveau de l'école des Beaux-Arts, là où il y a eu l'hommage. Un autre hommage, mais cette fois-ci à un site au cœur battant donc de la ville d'Alger, à la Casbah, puisque demain, Inch'Allah, un très très bel événement sera organisé pour mettre en valeur d'ailleurs le patrimoine, les traditions de la Casbah. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Samir Djama. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Bienvenue pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes éditeur. Éditeur. Et cette fois-ci, je viens en tant qu'auteur. Et vous venez en tant qu'auteur. D'accord, voilà. Très bien. Parce que vous allez nous parler de la Casbah. Exactement. Voilà, effectivement. Et parmi nous, également, M. Jazim Khalfa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes chanteur, vous êtes musicien chabé. Et dans cet événement, vous chargez donc du côté artistique. De la direction artistique. Oui, de la direction artistique. Alors, un grand événement qui va se dérouler demain, Inch'Allah, le 18, à la Casbah. À la Casbah, particulièrement. Précisément, donc ce sera au niveau du musée des arts et traditions populaires. Entre Dar Khdaouj Al-Amia et le musée de Mustafa Bacha. Voilà, ils sont juste l'un en face de l'autre. Voilà, exactement. Effectivement. Alors avant de parler donc de cet événement, il faut dire que la Casbah a inspiré beaucoup. A beaucoup inspiré, continue d'inspirer. Il continuera là. Auteurs, chanteurs, peintres, artistes, plasticiens, n'est-ce pas? Oui. Et là, moi, en tant que photographe aujourd'hui, j'ai réalisé un petit ouvrage, un peu une balade. Oui. Donc, je raconte un peu une balade, mais imagée. Hein. Donc, c'est pour essayer de partager un peu. Vous permettez? Oui. Partager un peu avec les gens qui aiment la Casbah ou les gens qui veulent découvrir cette belle cité. Voilà. Alors, ça vous a pris combien de temps? Bon, en fait, j'avais commencé déjà 2 ans avant le Covid et j'ai arrêté comme tout le monde, donc on n'a pas pu. Oui. Et après, on a peaufiné, on a essayé de. Voilà, alors il faut dire que le livre, donc il n'y a pas que des sites particuliers, il y a surtout des scènes de vie. Oui, justement, c'est le but, c'est de partager un peu toutes les émotions, la société qui est active au sein, les artisans,
les Kasbadis qui soient là, les enfants, et un peu tous les commerces qui grouillent un peu dans cet espace. Voilà, effectivement. Alors, est-ce que vous avez ciblé des personnes particulières, des scènes de vie particulières, des scènes particulières, des sites particuliers, ou c'était au feeling? Moi, c'est suite à une visite que j'avais fait, une visite guidée que j'avais fait avec mon fils. Oui. Et à partir de là, j'ai beaucoup aimé le trajet qu'on nous proposait, les différents guides, parce que il faut dire que les guides de la Casbah font un travail merveilleux, parce qu'ils ont redonné vie à cette Casbah, ainsi qu'aux artisans. Et ça commence jeune, hein, les guides à la Casbah. D'ailleurs, oui. Hamdi, notre collègue, avait rencontré le plus jeune qui n'avait que 13 ans. Le plus jeune guide qui passe, je crois, maintenant, il passe, cette année, il passe en bac. Ah, il a grandi depuis. Voilà, il a grandi depuis. Oui. Donc, ce qui fait que, c'est vrai qu'il y a des guides sont différents, chacun rapporte un plus, etc. Et je pense que c'est dans la pluralité que les histoires, un peu dans la légende, etc., c'est ce qu'ils cherchent les gens en général, hein, ce côté un peu intrigant, etc. Intrigant, effectivement. Et puis la Casbah, il faut dire que chaque mur, chaque porte, chaque fontaine raconte une histoire. C'est une histoire. Plusieurs histoires. Voilà, plusieurs. Plusieurs histoires. Donc, c'était un travail finalement de recherche, pas seulement un travail de photographie, pas seulement un travail d'immortaliser des instants. Je n'ai pas la prétention d'être ni un historien, ni un architecte, je suis juste passionné par la photographie et j'ai voulu partager mon expérience en tant que photographe. Et surtout pour immortaliser un peu les endroits qui sont en tendance à disparaître pour les générations futures. Oui. Et à partir de là, voilà, donc j'ai essayé de faire cet ouvrage donc sans qu'il y ait ni un côté pédagogique ou historique ou scientifique. Voilà, c'est juste un regard d'un passionné. Voilà. Alors, ce qui est, on va dire, attirant ou ce qui peut interpeller au niveau de votre livre, c'est un petit peu ces photos en noir et blanc. Oui, beaucoup de photos en noir et blanc. Parce que, déjà, ça a une connotation quelque part. C'est fait exprès. Déjà, la Casbah, c'est la cité des lumières. Donc, il y a beaucoup de contrastes, des lumières fortes, éclairs, foncées, etc. Ce qui fait que le noir et blanc, j'ai senti le besoin de mettre certaines photos en noir et blanc pour donner un peu un impact un peu nostalgique, on va nostalgique, oui, exactement. On se reconnaît finalement à travers la plupart des gens qui ouvrent l'ouvrage, je parle des personnes âgées un peu, ils ont les larmes aux yeux parce qu'ils se remémorent un peu les endroits qu'ils ont connus, etc. Même les enfants aujourd'hui, eux qui sont donc, on va dire, bercés par la technologie, bercés aussi par tout ce qui est intriguant en technologie, mais quand ils reviennent un petit peu vers tout ce qui est noir et blanc, vers tout ce qui est ancien, ils ont quand même un sentiment particulier. C'est actuellement très tendance, où les jeunes actuellement, même dans le domaine de la photographie, grâce un peu à la vulgarisation des smartphones, etc., ont permis ont donné l'accès à ces jeunes pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Et je pense qu'il y aura un bon avenir pour la nouvelle génération, dans tout cas le domaine de la photographie. Voilà, effectivement. En tout cas, ça, on a parlé un petit peu de cette balade au cœur de la Casbah d'Alger à travers le livre que vous avez vous avez enrichi, on va dire, la bibliothèque encore une fois l'histoire de la Casbah à travers la photo. Aussi, cette fois-ci, ça va être les mémoires qu'on va marquer. N'est-ce pas? Les mémoires. Donc c'est vrai que les écrits restent, c'est vrai que les photos restent, mais les mémoires aussi, ça marque surtout, et ça va être un grand événement que vous organisez demain. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Alors parlez-nous un petit peu, beaucoup d'ateliers, beaucoup de défilés de mode surtout. Les défilés de mode, il y aura les sculpteurs, il y aura les gâteaux, il y aura des femmes qui vont porter le haïk, la tenue traditionnelle d'Alger. Il y aura Zarnadjia, oui. Et plusieurs jeunes talents, musiciens et chanteurs qui vont se produire là-bas sur scène, Inch'Allah. Voilà, alors c'est un programme quand même assez déterminé, mais il faut dire, Jassim Khalfa, que vous-même, donc, vous encadrez un petit peu ces jeunes, vous les orienter, vous les encourager à, encore une fois, à s'approprier, on va dire, la chanson Chaabi, à la maîtriser, parce qu'on sait quand même que les mélomanes, que les amoureux du Chaabi sont très exigeants. Très certainement, oui. Alors, nous, on voulait découvrir les jeunes talents pour se produire sur scène. La découverte des jeunes talents qui ne sont pas connus. Voilà. Il y en a. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Ils sont impressionnants. Oui, impressionnants. Dans tous les quartiers d'Alger, on a plusieurs jeunes talents.
qui jouent l'instrument et Et s'expriment. généralement, ils sont autodidactes, hein, ils ne sont pas forcément passés par association ou école ou vraiment des passionnés de la musique. Oui, et... autodidacte, Mhm. exactement. Voilà, donc là, vous êtes là pour les encadrer, pour leur donner leur chance, encore une fois, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. bien Donc, sûr. on rappelle que l'événement va se passer au niveau donc, de Dar al-Khdawj al-Amia, donc c'est le... À côté, à la base Casbah, oui. À côté de Dar Khdawj al-Amia et Il faudra le musée de noter Mustafa Pacha. qu'il y aura des conférences Mhm. animées par Nordin Saoudi déjà, D'accord. Et quelques autres musicologues. Et il y aura aussi ma bande dédicace au palais Mustafa Pacha, c'est-à-dire le musée des Hommes mineurs, à partir de 14h. Et il y aura beaucoup de défilés d'hommes. Cette fois-ci, ce sera les hommes à l'honneur. Les hommes à l'honneur, effectivement, Voilà. à travers Voilà. une belle collection. Hadja ou Farja, ça va être. Exactement. Hein, parce que déjà, le musée... Et vous êtes tous conviés. Hein, Voilà, déjà, le musée, à participer. c'est un bijou architectural, n'est-ce pas? Déjà, Et à rendons l'occasion, on hommage salue les organisateurs. bien les sûr. organisateurs. Madame Nassera Douagui, Monsieur Boualam Belj, je salue, je leur dis bonjour. Ils sont initiés. Voilà. Effectivement. Alors, Jazim Khalfa, lorsque vous êtes rentré au studio, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? L'instrument à cordes. L'instrument à cordes. ستضطربون اليوم. Inch'Allah. Et je ne vais pas vous laisser partir sans que vous partagiez avec nous quand même Ok, un petit avec, quelque chose. avec plaisir, oui. Allez-y, c'est à Ok. vous. Alors, puisque c'est Bonjour d'Algérie, on va faire un texte de l'Algérie. Ah, ben voilà. C'est le Jazair Ya Habibti. C'est un texte de regretté Cheikh Liamin, Allah yarhamou. Exactement, voilà. الجزائر يا حبيبتي فيك أهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيشو في الهنا والسرور يا ممو العيان يا زينة البلدان داير عليك البحر النجمة تضوي والقمر للعديان بيك نفتخر الله ينجيك داير عليك البحر النجمة عليها قمر للعديان بيك نفتخر الله ينجيك فيك الشبان قايمة رفعوا الراية في السما زادوا لك في الشان زادوا لك في الشان الجزائر يا حبيبتي فيك أهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيشو في الهنا والسرور يا ممو العيان يا زينة البلدان Yatik Saha, vraiment, Yatik Saha. Donc on rappelle l'événement se produira demain, Inch'Allah, au niveau de la base Casbah. Ça va commencer à 9h. À partir de 10h jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été Je vous en prie. parmi nous ce Merci matin. à Monsieur vous Samuel aussi. Jama, vous êtes C'est notre éditeur. chanteur, oui. Et aujourd'hui, vous étiez parmi nous en tant qu'auteur, photographe. Ouais, pour la première fois. Ouais. Marhaba bik, en Ouais, tout cas, à c'est tout vrai. moment. Monsieur Jazim Khalfa, merci beaucoup. Donc, vous êtes chanteur, musicien Je vous en et pour prie. l'événement, donc vous êtes le chargé de l'artistique, du côté artistique. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. On se donne encore Je vous en rendez-vous prie. demain à partir de 10h. Ce sera au niveau de la base Casbah. Merci et beaucoup de félicitations, beaucoup Merci. de succès pour cet événement. Marhaba. Et on continue. Nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, vous savez que Oran s'apprête à abriter les Jeux méditerranéens, donc du 25 juin au 6 juillet. On va vous proposer donc cette balade à Oran et on se retrouve juste après.
C'est donc les Jeux méditerranéens qui vont bientôt, très très bientôt commencer donc à Oran le 25 juin prochain. Nous en parlons encore puisque la société civile aussi participe comme à l'accoutumée à tous les événements. Et Kenza nous en parle. Kenza, bonjour. Comment ça va? Très bien. Kenza, une question avant de commencer. Oui. Sur Terre ou pas encore? Toujours. Ça va. Ça va. Tu commences à descendre. Ça va. Très bien. Alhamdulillah. Allah yaslimik. Merci beaucoup. Sur Terre. Merci. Merci. Alors, Kenza, peut-être il faut expliquer aux téléspectateurs. Oui, il faut expliquer aux téléspectateurs, effectivement. En tout cas, ceux qui étaient là vendredi dernier, exactement. Ils ont dû comprendre. Ben oui, justement, on fait un petit peu le tour de l'Algérie et comme je suis une passionnée de notre sud, donc du Sahara, donc c'est toujours une très belle virée et quand j'y reviens, un dépaysement total et donc quand j'y reviens, je suis toujours... Voilà, on essaie de... Kenza, on est là. Alhamdulillah, voilà. On y revient et là, ça va sur la mer, autour des Jeux méditerranéens. Autour des Jeux méditerranéens, effectivement, la société civile, comme elle très mobilisée, participe. Donc à sa manière. Mobilisée. Donc là, on parlera un petit peu de la partie de la préservation du patrimoine. Et là, les associations sont très très mobilisées, notamment alors pour donc un petit peu nettoyer et préserver les sites touristiques. Donc ils font des campagnes de nettoyage en collaboration avec les autorités locales, mais aussi ils proposent des circuits touristiques à l'intérieur que ce soit de la Casbah d'Oran ou encore dans les sites touristiques environnants. Donc là, j'en citerai plus particulièrement l'association des échanges touristiques de jeunes. Et puis voilà, donc très très mobilisée. La société civile est très mobilisée. Et un petit peu là, on va revenir sur un événement, j'aimerais dire un événement qui va un petit peu restituer la dynamique culturelle de la Casbah. Ça sera un atelier artistique à ciel ouvert, des ateliers vivants à ciel ouvert, donc où on va un petit peu retracer tous les patrimoines ou encore les corporations artistiques ou artisanales de la Casbah. Et donc là, c'est un événement, j'aimerais dire, qui tant valorisera le capital artistique, historique et culturel. Et in fine, ça sera un événement un petit peu qui va préserver notre identité. Et bien, ça sera la Casbah célèbre le Sha'bi demain, donc qui sera organisé par l'association Patrimoine ou encore Jam'iyat Shabab Mawahib wa Afaq, donc de la wilaya d'Alger, qui sont mobilisés, qui vont un petit peu retracer. Donc ça sera à partir de 10h30 et là je ne peux que encourager les gens à y aller parce qu'on s'est toujours dit la Casbah, il faut y aller avec les gens les gens de la Casbah pour un petit peu connaître. Ben là justement c'est l'occasion parce que c'est justement ces artisans, ces artistes qui vont sortir dans les différentes placettes de la Casbah à proposer des ateliers. Donc les artisans, on les verra en train de travailler justement leur art, que ce soit l'ébéniste ou encore que ce soit dans les bijoux. Bref, c'est un événement absolument à ne pas rater et surtout pour les enfants parce que là on parle de patrimoine, il faut rapprocher l'enfant du patrimoine, et il faut lui montrer l'enfant, il faut qu'il vive cette ère-là. Donc la Casbah, déjà dès qu'on y pose les pieds, on est tout de suite, il y a l'air de la Casbah qui est absolument merveilleux et qu'il y ait encore, même si quand même il y a une grande partie qui souffre au niveau de la Casbah, on voit des maisons qui ont été carrément détruites, mais il y a quand même cette ère de la Casbah justement à travers ces gens. L'âme, elle est restée et elle y restera. Tant qu'il y a justement des jaloux qui vont organiser cet événement-là, des jaloux de leur patrimoine, tant qu'ils sont encore là, donc on ne peut que espérer prospérité et surtout préservation de notre beau patrimoine. Tu as parlé justement des enfants, de l'importance donc d'emmener les enfants et qu'ils aient ce genre de contact donc avec le patrimoine. L'événement qui va se passer demain est aussi intéressant pour les étudiants, Kenza, puisqu'il va y avoir des conférences, il va y avoir des débats qui vont permettre, pourquoi pas, ouvrir donc ou donner donc des idées de thèses, de recherche. Tout à fait. Donc encore une fois, parce qu'on sait aujourd'hui que la Casbah n'a pas, comme toute autre cité ici en Algérie, n'a pas encore livré tous ses secrets, n'est-ce pas? Il
reste encore plein de mystères, il reste encore plein de belles histoires, aussi plein de légendes, plein de vérités aussi à chercher, à reconnaître, donc à mettre en valeur. Et pourquoi pas, donc les étudiants aujourd'hui, grâce à cette rencontre scientifique aussi qui va se faire à côté, donc pourquoi pas ouvrir encore une autre porte vers la recherche. Exactement, ben justement, par exemple les bacheliers qui ont tout juste fini leur examen, voilà, et peut-être qu'ils se les poussent à la maison, ben ça sera une occasion justement de sortir. Hadja Farja, exactement. Donc marcher et par la suite prendre un bon casse-croûte de kibda. Ça va, je suis pas très tentée. Moi, j'aime pas le kibda. C'est vrai, mais il faut quand même. C'est typique de la Casbah. C'est vrai que parce que voilà, si on veut manger des plats traditionnels, il faut rentrer peut-être dans les maisons, mais il y a autre chose. Il y a la sardine. Il y a la sardine, tout à fait. Il y a la sardine, tout à fait. En plus, je trouverai mon bonheur, t'inquiète. Très bien, très bien. Donc voilà, donc c'est un circuit absolument à ne pas rater parce que c'est l'occasion, on va carrément à la rencontre des personnes qui vivent à la Casbah. Donc c'est une occasion à absolument ne pas rater. Et puis ce qui est intéressant, ce sont les défilés de mode. Et cette fois-ci, ça va être les hommes à l'honneur, qui seront à l'honneur, qui vont mettre en valeur d'ailleurs qui seront à l'honneur, tout à fait algérienne. Exactement. Et ben voilà, c'est toute une belle découverte de cet événement. On n'en dira pas plus pour les téléspectateurs. Il faut aller découvrir et vivre la Casbah. La Casbah, ça se vit, ça se discute, ça se raconte. C'est des qa'adat et c'est justement tout cet événement-là qui va proposer tout ça dans le ciel ouvert, donc durant toute la journée. Et aussi c'est gratuit. Donc vous alliez chaussures, par contre il faut mettre de bonnes chaussures de marche, comme ça vous allez profiter de votre journée. Effectivement, mais sinon donc cette semaine nous avons vécu un événement très important, très stressant, on va dire, particulièrement pour les enfants mais pour les parents aussi. C'était donc la période du bac. Encore une fois, la société civile s'est mobilisée pour accompagner donc les candidats au bac. Exactement, donc la société civile s'est mobilisée d'abord avant l'examen, donc en faisant des séances de relaxation, des ateliers comme ça, comment gérer son stress. Et puis là, par la suite, j'en citerai 2 exemples qui ont accompagné les candidats au baccalauréat durant l'épreuve de l'examen. Et donc là, pour le premier exemple, je citerai une association Jam'iyat Douroub Al Khair, donc à El Wadi, donc qui a proposé carrément, vous savez, il fait très très chaud. Donc elle a ces jeunes de cette association qui sont tous des jeunes qui ont proposé, qui ont offert des bouteilles d'eau fraîche, du jus, du lait au chocolat, des biscuits justement aux bacheliers. Et voilà, c'était de très très belles images d'ailleurs qu'on va tout de suite voir. Donc c'était une belle dynamique. D'ailleurs, il y avait même la participation d'enfants justement dans ces épreuves-là parce que voilà, ils voient un peu comment se passe. C'est un peu traumatisant pour les enfants. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir quand sur l'image justement, ils étaient tout contents parce que voilà, c'est plus cette aide. Et puis ils se voient, ils se projettent aussi. Il faut dire que cette année, on a quand même fait une bonne sensibilisation pour un petit peu déstresser le candidat au baccalauréat parce que voilà, c'est pas une fin c'est une épreuve de la vie, puis il n'y a pas que le bac, il y a aussi d'autres examens. Donc voilà, justement, c'est un petit peu pour casser ce mur-là. Le bac, c'est quelque chose de très grand, pas du tout. Donc là, même les enfants ont participé avec cette association-là pour donner justement des bouteilles d'eau. Et durant toute l'épreuve, donc même durant les pauses, les pauses entre la matinée et l'après-midi, ils étaient mobilisés. Ils sont restés du matin jusqu'au soir, parce que parfois il y a certaines personnes qui veulent boire, donc ils sont restés, c'est-à-dire ils ne sont pas juste venus le matin, ils ont donné comme ça, offert du jus ou d'eau. Non, ils sont restés toute la journée et durant toute la semaine. Donc bravo à cette association Jam'iyat Douroub Al Khair de la wilaya d'El Wadi. Et puis nous allons partir d'une autre wilaya, donc au niveau de la wilaya d'Adrar, qui eux aussi, ils ont aussi offert de l'eau, mais aussi ils ont ouvert leur maison et le siège de leur association, justement, ou encore ils se sont organisés dans les écoles
pour offrir carrément le déjeuner aux candidats. Vous savez, pour les candidats, il y en a ceux qui vivent à proximité, enfin qui habitent à proximité du centre d'examen. Mais par exemple, pour les candidats libres, d'ailleurs même on le voit dans les grandes villes, même pour les candidats libres, souvent ils sont très très loin de là où ils habitent. Donc souvent on les voit, par exemple sur Alger, il y a Jamiyat Afar qui a fait aussi à Raïs Hamidou, comme ça, c'était des déjeuners qui étaient dédiés directement aux candidats libres parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, partir jusqu'à chez eux et revenir. Parfois, c'est plus de 30 à 25 km. Donc là, c'était un peu, ils se sont mobilisés. Là, on le voit en image. Donc, vous savez, la particularité. Donc, il y a l'espace femmes et l'espace hommes. Voilà, on le voit. Donc, et un petit peu le fait d'être comme ça toutes ensemble, ça permet un petit peu de rigoler, de parler aussi d'autres choses, de déstresser. Et là, justement, le rôle aussi de ces bénévoles d'association, ils se sont dit, il ne faut pas parler de l'examen, il ne faut pas reprendre. Donc là, ils étaient un petit peu là à guider et à accompagner, notamment psychiquement, les candidats pour ces épreuves-là. Donc, par exemple, pour l'association Jamiyat Doroub El Khair, c'est pour sa 3e édition. Donc, c'est une activité qui était un petit peu timide les années précédentes, mais là, cette année, on l'a vu un peu partout dans les wilayas, même à Biskra, même à Oran. Donc, ça s'est élargi. Ça s'est élargi parce que c'est un besoin et les associations se sont organisées, ils ont su comment s'organiser pour répondre à ce besoin-là. Et donc voilà, ça fait aussi, c'est une expérience pour les étudiants. Pour les étudiants, effectivement. En tout cas, bravo à toutes ces associations qui font un travail quand même colossal, un travail merveilleux sur terrain. On attend, j'ai hâte justement de voir et de découvrir les différentes activités des associations durant cet été-là, donc notamment que ce soit à cause des Jeux méditerranéens, mais aussi dans le renforcement des capacités. Il y a un boom actuellement de ces formations, de ces ateliers d'accompagnement de jeunes, et pas que les jeunes, enfin de toute la population justement pour être dans le renforcement des capacités. Donc on en reparlera, on y reviendra dans les prochaines chroniques, Inch'Allah. Certainement. En tout cas, merci beaucoup, merci Kenza. Bravo encore une fois à la société civile qui fait un travail merveilleux sur terrain. Merci, Kenza. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres actualités associatives. Tout à fait. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 9h. Au revoir. اصبر يا قلبي على اللي جرالك من حبيب غادر قلبي يا يابا ما عرفت وين راح